Encore une masterclass d'Oda, il les enchaîne depuis la fin de Wano Kuni. Je crois que cette pause lui a fait énormément de bien et qu'il est prêt à nous faire décrocher la mâchoire chaque semaine. Ce chapitre nous laisse avec beaucoup d'informations. Entre le rêve de Luffy, encore une fois bipé par Oda, à croire que son objectif d'être le roi des pirates n'est qu'une étape pour son rêve final, et l'apparition puis la disparition express de Sabo en un clin d'œil. Il continue à nous pondre des chapitres de malade. Mais c'est bien beau tout ça. Mais encore une fois, il nous laisse avec beaucoup plus de questions que de réponses, alors que la fin de l'œuvre approche à grands pas. Et il serait quand même temps de commencer à nous donner des réponses. Et donc salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de One Piece Road. Et aujourd'hui on va essayer de décortiquer ce chapitre 1060 qui grouille de petites informations que l'on aurait pu manquer. Effectivement, encore une fois, Oda ne s'est pas contenté de nous lâcher des bombes sans mauvais jeu de mots, mais il a aussi parsemé quelques petits détails qui peuvent être intéressants à essayer de comprendre. Et donc, comme pour les autres vidéos, on va séparer celle-ci en plusieurs parties. Une première en essayant de parler des événements passés sur le Sunny avec Tuno Mugiwara ainsi que son invité surprise. Et en deuxième partie, on va voir ce que Oda nous a réservé au royaume de Lulusia, qui lui aussi a reçu une surprise très brillante. Commençons par le commencement, avec un beau parallèle que Oda nous fait avec cette illustration de 2005 et nous montre donc une belle évolution de l'équipage de Luffy. Avec une légère différence cette fois, avant on avait un freedom pour liberté, mais cette fois-ci on a marqué We stand for liberty qui se traduit par nous défendons la liberté. Ici on voit une prise de maturité et donc l'équipage ne cherche plus la liberté pour lui-même, mais cherche maintenant à protéger la sienne et celle des autres. Et ce qui nous intéresse surtout ici, c'est ce que Luffy nous lâche. Enfin, ce qu'il lâche à ses Nakama ainsi qu'à Caribou. Car oui, Caribou a le droit de savoir, mais pas nous. Enfin bref, on comprend que pour Luffy, être le roi des pirates n'est pas son rêve, mais c'est plutôt un objectif afin de pouvoir réaliser son rêve. Rêve qui encore une fois est bipé par Oda et qui semble tellement comique et improbable que tout le monde s'empresse de rire. Bon, fun fact, il y a d'autres personnes qui connaissent son rêve, à part les personnes à qui il a dit ça bien sûr. Ces personnes sont donc Caribou, Rayleigh qui a été mis au courant par Shanks et donc Yamato qui elle est au courant par Ace. Et ces deux dernières personnes ont affirmé que ce rêve est le même que celui du roi des pirates. Ce qui est encore plus intriguant de savoir sur le contenu de ce rêve. Oda nous a d'ailleurs peut-être laissé des indices sur ce rêve, d'abord avec le dessin de ce chapitre, et ce We Stand for Liberty, mais aussi pour ce qu'il a dit à Rayleigh sur Shabondi. Et je pense que son rêve est lié à la liberté, et pour ça je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur qui est réellement Luffy, et ainsi comprendre pourquoi cette liberté est extrêmement liée à Luffy et son rêve. Par contre, une chose qui m'a intrigué est la réaction de Robin quand Luffy a dit son rêve. Effectivement, elle a réagi pour moi de manière bizarre. Les petits ponts au-dessus de sa tête font comme si elle était au courant de quelque chose, comme si le rêve de Luffy aurait pu être lié à ce qu'elle aurait pu lire sur les poneglyphes. Alors, je vais peut-être un peu loin dans ma réflexion, mais c'est l'impression qu'elle m'a donnée. Ensuite, on a notre goat de l'équipage, notre vice-capitaine et bras droit de Luffy, Roronoa Zoro. Il nous montre qu'il a tout à fait sa place en tant que second du futur roi des pirates, en mettant Luffy dans le droit chemin, évitant ainsi ce qui aurait pu être un remake de Ace en l'empêchant de partir sur Alabasta puis sur Marijoise, et ce peu importe ce que Luffy pense de lui ou ce que les autres membres de l'équipage disent sur lui. Oda nous montre ainsi une belle maturité et appuie encore plus sa place de vice-capitaine, même s'il n'y avait aucun doute. Mais maintenant il se rapproche beaucoup des Marco, des Beckman ou des Rayleigh qui avaient l'air justement d'être des babysitters de leur capitaine. De plus, ce qui est comique à voir, c'est que peu importe les insultes, il reste passif. Sauf pour une, celle de Sanji, où elle éclate tout de suite en bataille. On a d'autres détails comme le fait que Robin confirme bien que les rivaux s'attaquent aux nobles plutôt qu'au roi, et donc que c'est impossible que Sabo ait tué Cobra, que Luffy, encore une fois, affirme que Baggy est une arnaque et un gros troll, mais c'est peut-être notre invité surprise qui nous donnera l'île sur laquelle on ira pour le prochain arc, Jewelry Bonnie. Avec une prime maintenant de 320 millions de berries et sauvée par Zoro de tourbillon d'eau, elle peut nous apporter pas mal d'informations.
Ce tourbillon vient d'une masse d'eau chaude qui a été poussée jusque là où ils sont, et ce qui se rapproche le plus de cette description est l'explosion de l'île de Lulusia. Cependant, pour moi, Bonnie n'était pas avec Sabo sur cette île, et le tourbillon ne vient même pas de là. Alors, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je pense à cela. Cependant, ils étaient tous les deux à la rêverie, et ils ont dû se rencontrer et peut-être même fuir ensemble. Mon hypothèse est donc la suivante, que Sabo et Bonnie se sont rencontrés au moment où le gouvernement mondial s'est attaqué à Cobra. Sabo a protégé Vivi, puis les amiraux ont été appelés, Sabo les a stoppés pendant que Bonnie, elle, est partie avec Vivi pour la protéger. Vivi et Bonnie ont donc fui d'un côté pendant que Sabo est lui allé sur l'île de Lulusia, qui est donc liée aux révolutionnaires comme on a pu voir avant, puis a contacté Dragon. Elle doit donc savoir qui Sabo a vu, s'il lui a informé, ou si elle-même a assisté à la scène d'Im sur le trône, mais aussi elle pourra informer Luffy et ses Nakama de l'état de Vivi, mais aussi les informations sur Sabo, même si celles-ci sont maintenant obsolètes. Mais ça nous revient donc à nous poser comme question, qu'est-ce qui s'est réellement passé au royaume de Lulusia? Quant à Lulusia, ce royaume n'a jamais existé. Cette phrase lâchée par le Gorosei nous a tous marqués. Mais, avant de voir les événements passés sur cette île et de parler clairement du parallèle fait avec un événement dévoilé il y a peu, on devrait se demander c'est quoi ce royaume de Lulusia. Alors ce royaume est à Grand Line, pas très loin de celui de Queue d'Étrave, nouveau quartier général des révolutionnaires. Il est donc impossible que le tourbillon qu'on a vu près du Sony provienne de l'explosion de l'île pour des raisons évidentes. Ensuite, il a des liens clairs et précis avec les révolutionnaires. Ils font effectivement partie, comme l'a dit le Gorosei, des 8 nations s'étant rebellées récemment. Il serait donc intéressant de voir quelle autre nation a pu se rebeller. De plus, ce pays est un pays participant à la rêverie il y a encore peu de temps. On peut donc se dire que la raison pour laquelle elle a été désintégrée est d'une part pour leur affiliation avec les révolutionnaires, mais aussi du fait qu'ils ont un droit de participer à la rêverie et donc un pouvoir de parole et d'influence assez important. D'ailleurs, c'est peut-être la même raison pour laquelle Cobra, le roi d'Alabasta, a été tué par le gouvernement mondial. Car oui, pour moi, il n'y a aucun doute que c'est de leur fait qu'il est mort. Maintenant, comment cette île a été détruite? Alors, on peut faire le rapprochement avec deux choses que l'on a déjà vues dans le manga. D'une part, l'Arche Maxime et la destruction de Skypiea, et d'autre part, le vaisseau bizarre que l'on a vu au chapitre 514 qui avait aspiré le bateau de Capote. Les rayons pourraient provenir de ces trous bien qu'ils ne soient pas aussi nombreux que le nombre de rayons visibles dans les chapitres. Mais on peut se demander si ce ne sont pas déjà deux foreshadowing d'Oda. Ensuite, quand on voit cette explosion et comment l'île a été détruite, on pense tout de suite à la description des armes antiques. Des armes capables de détruire le monde. Elles sont au nombre de 3, se nomment Poséidon, Pluton et Uranus. On en connaît donc déjà deux. Poséidon qui est Shirahoshi et peut contrôler le roi des mers. On a Pluton qui nous a été dévoilé comme un navire présent dans les profondeurs de Wano Kuni. Et donc éventuellement maintenant Uranus avec la scène que l'on a eue dans ce chapitre. On se retrouve ainsi avec l'hypothèse suivante, celle que Poséidon correspond à la mer avec le contrôle du roi des mers, Pluton à la terre avec le contrôle de Zou, animal terrestre et du fameux navire, puis dernièrement Uranus correspondant à l'air avec un appareil volant, peut-être une arche tout comme celle d'Enea, qui serait donc le vaisseau qu'on aurait pu voir dans le ciel du pays. Maintenant vous allez me dire pourquoi Im n'utilise pas cette arme pour Ohara ou pour d'autres îles comme celle de Queue d'Étrave ou encore celle de Wano Kuni. On suppose donc qu'il y a tout simplement un temps de recharge pour l'utilisation de celle-ci ou que certaines conditions soient remplies. D'ailleurs, la scène nous fait beaucoup penser à celle de God Valley qui a elle complètement disparu de la surface de la Terre et des cartes. Cela nous fait réfléchir sur les paroles du Gorosei qui parle surtout à ce moment-là comme s'ils effaçaient de la mémoire des gens l'existence même de ces îles. Donc est-ce qu'ils n'ont pas un pouvoir en rapport avec cela? On verra. Le cas Sabo. Alors pour commencer, il n'est pas mort. Oda n'a aucun intérêt de ramener un personnage à la vie alors qu'on le croyait mort pour le faire mourir comme ça. Ensuite, on voit que l'arme utilisée n'était pas là en rapport avec ce qu'il venait de découvrir à Marijoise et qu'elle est tellement effrayante que même le Gorosei le prend en pitié.
Il confirme pour les plus sceptiques dont Dragon faisait partie qu'il n'est pas le meurtrier de Cobra et montre qu'il y a encore plus de possibilités que ça soit dû au gouvernement mondial. Puis, il révèle à Dragon que le trône n'est pas vide. Au moins, il a eu le temps de dire ça, mais la manière dont il parlait, il est possible qu'il connaisse l'identité de la personne étant sur le trône. Oda nous a donc coupé l'herbe sous le pied et a fait taire Sabo avant sa révélation. On se retrouve donc sans aucun indice. La bonne nouvelle, c'est que l'île de Kedidraf n'est pas trop éloignée et que les révolutionnaires devraient pouvoir aller sur place rapidement et constater ce qu'il vient de se passer. Cependant, est-ce que Sabo est vivant? Alors je pense que oui, comme dit précédemment, mais Dragon et Sabon ne le retrouveront pas là-bas. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement une vivre carte de Sabo pour savoir où il est et son état, sauf s'il n'en a pas car c'est un révolutionnaire et ne veut pas être retrouvé grâce à quelqu'un qui aurait pu voler une vivre carte ou un traître comme on a pu voir avec Kanjuro. En bref, ce chapitre a été un chapitre d'anthologie et on sort avec un mal de crâne incroyable tellement on a de questions à se poser. On ne sait toujours pas où vont Luffy et ses Nakama, bien qu'en voyant une île hivernale on peut se demander si ça ne sera pas encore une île en rapport avec Vegapunk. En bref, on reste sur notre faim et on a encore plus envie de voir ce que Oda nous réserve pour la semaine. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela et qu'est-ce que vous imaginez pour la suite. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis salut à tous. C'était Daiku de One Piece Talk, la chaîne où l'on parle One Piece, celle où l'on vit One Piece et surtout celle où on essaye de comprendre One Piece.